Nous sommes le jeudi 22 octobre 2020. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Alors, le seul sujet qui domine l'actualité aujourd'hui, c'est la cérémonie d'hier de prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle. Avec mes invités ici sur ce plateau, nous allons décortiquer ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois, Russell Mutoké. Il est cadre de l'UDPS, c'est ça? Exactement. Vous allez bien? Oui, ça va, et merci pour une première fois. Mais cette fois-là, c'est différent parce que je me retrouve en face de mon aîné que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Et ça m'a fait du bien de partager un même plateau avec mon estimé camarade du parti, Félix Kaimbe, et mon co-débatteur de l'autre côté. Donc ça fait du bien. Une première fois sur les thermomètres. Nous allons satisfaire nos téléspectateurs, je pense. Voilà, très bien. Alors, comme vous l'avez dit, nous avons juste à vos côtés Félix Kaimbe. Il est également de l'UDPS. Bonjour Félix, un habitué de cette émission. Un habitué de cette émission. Bonjour, cher Merveille. Vous savez, il est de notre devoir pour que nous puissions répondre à votre invitation. Surtout que nous avons ce devoir de communiquer, d'informer, pour que le peuple congolais puisse être mieux informé. Et c'est aussi pour moi une occasion de saluer mon grand frère qui est en face de moi, que j'estime beaucoup, et puis Maître Pétiars, Kalonda et Russell Mutoké. Sans autant oublier aussi Monsieur Anissé Onyambama, qui est un grand monsieur qui a fait montre de quoi il est capable pour que nous puissions voir cette chaîne. J'ai toujours dit que j'étais fanatique de ces émissions 4 vérités, que nous croyons certainement qu'on doit aussi en avoir ici, en dehors des thermomètres. Merci, voilà. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, en face de vous, nous avons Maître Gédéon Kolela, il est analyste éclectique. Bonjour Maître Gédéon. Bonjour, messieurs les journalistes. Je pense que le plaisir est partagé avec les co-débatteurs. Je suis vraiment ravi de partager le même plateau avec tout ce monde ici. Ce sont des intelligences de la République. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que savoir-faire doit être accompagné de faire savoir. C'est pour ça que j'aime votre émission, parce qu'elle a un caractère pédagogique. Merci beaucoup. Alors en dernier lieu, nous avons Maître Pétiars Kalonda. Merci beaucoup. Le président de l'HB, le Parlement. Oui. Notre devise, c'est l'autodétermination et l'indépendance d'esprit. Et avec cette indépendance, nous sommes ici, au vu des décors des co-débatteurs, nous sommes là beaucoup plus pour équilibrer, pour ne pas dire élever le débat. Donc nos arguments seront avec indépendance, dans le but simplement d'équilibrer les débats au vu des co-débatteurs qui sont dans le plateau. Voilà, merci à tous. Les décors étant plantés encore une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans les thermomètres de la RDC. Alors, je commence par vous, Russell. On a tous suivi la cérémonie d'hier. À première vue, quelle interprétation donnez-vous à ce qui s'est passé hier? Non, c'était le respect de texte, le respect de la loi, l'état des droits comme nous l'avons prôné au parti, nous, l'IDPS, dès que nous serons aux affaires. Maintenant, quant à la cérémonie d'hier, tout le monde a vu ce que c'est la cérémonie, ce que devait dire la loi, c'est que les juges prêtaient serment devant le président de la République et c'est lui qui leur a donné acte. Maintenant, ce qui reste, c'est que nous souhaitons bon vent à nos heureux promis de la République, qu'ils fassent leur travail et qu'ils donnent cette fierté à la justice congolaise. Alors, Maître Pétiars, nous avons constaté l'absence du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela constitue un handicap?
pour la cérémonie d'hier? Vraiment, ce qui s'était passé hier pour nous, c'était un insolite. Insolite du fait que politiquement c'est intolérable et juridiquement inacceptable. Intolérable sur le plan politique, pourquoi? Parce que si j'entends la politique comme l'art de gouverner, et l'art de gouverner suppose la prévision, l'avancement des idées. Et cet art de gouverner invite aux institutions à la collaboration. La collaboration entendue dans le cadre d'harmonisation. Et ce qui s'est passé hier, vous avez vu que cet art de gouverner, cet art de prévoir, cet art de prévenir, et dans l'harmonisation, ça a manqué aux institutions. C'est pourquoi nous disons que sur le plan politique, c'est intolérable. Parce que ça a dévoilé à la face du monde comment la République démocratique du Congo n'est pas organisée. Ces institutions sont partagées. Et pour moi, c'était une honte. Je ne voudrais pas vraiment assister à cette scène-là d'hier. Et juridiquement, quand je dis inacceptable, parce que, vous savez, la loi dit que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, juges. Et hier, nous en avions maintenant 11. C'est-à-dire, les juges qui seraient nommés ailleurs, qui ont refusé, jusqu'à la preuve du contraire, n'ont pas démissionné. La Cour n'a pas pris acte de leur démission. Et à ce jour, on se retrouve avec 11 membres à la Cour constitutionnelle. Donc, juridiquement, c'est inacceptable. Tant que la situation de ces juges-là n'a pas encore été définitivement clôturée, je pense à mon humble avis, cette cérémonie-là d'hier ne devait pas avoir lieu parce que maintenant, là, le pays a 11 juges à la Cour constitutionnelle en lieu place de 9 juges comme il existe à la Constitution. Alors, Maître Gédéon Kolela, il insiste sur le fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec 11 juges. Est-ce que c'est normal qu'il dise cela puisque nous savons tous que les 2 autres juges ont été nommés à la Cour de cassation? Ok, je pense que je n'ai pas reçu l'autorisation ici d'enseigner qui que ce soit, mais on peut quand même se rappeler des notions de parallélisme de forme et de compétences. Pour rappeler à mon co-débatteur qui est estimé confrère que ces théories de parallélisme de forme et de compétences prévoit que la même ordonnance, en fait, qui a nommé les nouveaux juges, la même ordonnance en même temps a abrogé les dispositions intérieures. C'est-à-dire que les juges dont il parle, dont la carrière aujourd'hui est en berne, donc ces juges-là, la même ordonnance qui les a nommés au niveau de la Cour de cassation, je pense, donc cette ordonnance, et puis quand on lit l'ordonnance, je pense que le droit est dans les lignes, c'est pas aux confrères que je dois rappeler ça. Le droit est dans les lignes, donc vous allez lire, dit toutes les dispositions intérieures ont été abrogées. Donc je ne vois pas comment ils peuvent se retrouver à 11. Néanmoins, je pouvais accepter que donc il y avait la crise au niveau de la Cour constitutionnelle dans la mesure où il s'est retrouvé à 6 et que s'il y avait des dossiers à statuer, ça pouvait poser un problème. Donc, à ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi, sur le plan du droit, il n'y a rien qui s'est opposé dans la mesure où tout a été respecté. C'est-à-dire quoi? La loi organique est claire à ce point pour dire que les juges de la Cour constitutionnelle, avant d'entrer dans leurs fonctions, ils doivent être présentés plutôt devant la nation. La nation est représentée par des chambres, c'est-à-dire horizontales et verticales. Mais ils n'étaient pas majoritaires, les députés comme sénateurs. Non, on ne parle pas de la majorité. Sinon, la Constitution allait parler, parce que là, on a explicité les choses. On parle de 2 chambres. Et ils étaient au sein même du Parlement. On ne parle pas du bureau.
Non, on ne bureau parle des pas deux du bureau. chambres. Et on ne parle pas. On parle des juges et on parle des juges avant d'entrer dans leurs fonctions. Ils doivent être présentés devant la nation. Donc d'abord devant le président, donc c'est-à-dire devant les nations, président de la République, le Parlement et le Sénat et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, quand il s'agit de bureau, on a explicité, on a mis l'accent. Et c'est ça du droit. Donc, on ne peut pas inventer la roue. En droit, on n'invente pas la roue. On peut chercher à l'améliorer s'il faut modifier les lois. Mais, donc, il faut savoir que les lois sont d'abord des prérequis. Donc, et les prérequis sont des préalables absolus que nous ressortissons ou que nous faisons ressortir comme de principes de loi. Et les principes sont posés. Donc, les lois ne sont pas des clauses de style. Ce sont des grandes options politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui se sont mis d'accord pour diriger le pays, voilà. Et nous sommes un pays qui aspire à un état de droit. Donc, à ce point-là, nous devons savoir, au moins, s'il pouvait me dire, mais il y a un problème parce que lorsque on parle de la violation de la loi, cela nous renvoie d'abord à la légalité ou à la juridicité, ce que nous disons, à la juridicité des actes administratifs. Maintenant, cet acte administratif dont on parle, l'ordonnance, la question c'était qu'il est question de chercher à savoir quelles sont les règles de droit qui ont été violées. Et à ce niveau-là, voilà, le confrère, il n'a pas dit. Il y a une question sur ça. Je pense que... Oui, vous avez dit qu'il y a une question sur ça, mais je peux anticiper en disant, jusque-là, parce que le juge avait un délai de recours. Vous savez, les délais, les dates, ce sont des éléments substantiels devant les évidences en droit. Et si vous ne savez pas, ils avaient 10 jours pour les recours de choisir s'ils pouvaient rester au niveau de la Cour constitutionnelle ou encore au niveau de la Cour de cassation, là où ils ont été promis. Voilà. Donc jusque-là, nous savons qu'ils n'ont pas fait les recours. Alors, Félix Kayembe, on a vu le président de la République hier, heureux. Ça s'est lisé même sur son visage. C'est une victoire politique pour vous, l'UDPS, et surtout que vous avez entonné l'hymne de l'UDPS. Est-ce que c'est logique dans une cérémonie officielle d'entonner l'hymne de l'UDPS? Merci Merveille pour la question. Mais bien avant que je puisse répondre à la question qui m'est posée, il est du droit que je puisse bien entendu répondre par rapport à ce que Maître Petias venait de le dire. Mais je pense que Maître Gédéon venait de répondre à cette question. Aujourd'hui, il n'y a pas 11 juges à la Cour constitutionnelle. Il faut noter qu'il y a 9 juges. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nomme, on vous dit toutes les dispositions intérieures sont abrogées. C'est que pour dire ça met fin à votre carrière dans une institution ou dans une autre. Et aussi, il faut signaler que les 2 juges qui avaient posé problème, ces gens n'étaient pas mis aux arrêts, soit au chômage si vous voulez, mais plutôt ils ont été affectés ailleurs. La loi donne, ou la Constitution si vous voulez, donne le pouvoir au président de la République de nommer et de relever, ou d'affecter ailleurs. Et les juges ont été affectés à la Cour de cassation, ils ont refusé pour passer à la Cour de cassation, au lieu d'introduire même les recours dans les délais prévus, ils ont introduit les recours au-delà des délais prévus, qui est, s'il vous plaît, qui est de 8 jours. Étant donné qu'ils n'ont pas d'abord respecté les délais prévus qui est de 8 jours, et donc ils ont été réputés démissionnaires. Ce qui est pour dire, on ne peut pas nous parler ici de 11 juges. Ils sont à 9 et les 3 qui ont prêté serment hier, selon l'article 10 de la loi organique de la Constitution, de la Cour constitutionnelle, dit les juges, avant d'entrer en fonction, ils prêtent le serment devant les garants de la nation, qui est le président de la République, bien entendu, et la représentativité nationale. Ici, on ne parle pas du bureau, on parle de la représentativité nationale. Moi, je vis les députés qui étaient présents, moi, je vis les sénateurs qui étaient présents, et donc ça n'engage aucun débat. Et la prestation de serment de ces 3 juges est irrégulière. Et vous dites que le président de la République était tout pimpant,
il a mis les signes de la victoire. Écoutez, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de soubresauts avant que nous puissions arriver là-bas. Et j'ai vu comment est-ce que le président de la République a été, permettez-moi les termes, négligé par les présidents du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Ils ont répondu au président de la République par un courrier disant « nous nous opposons à cela » et ils ont séché de leur présence là-bas. Sans autant parler d'abord de deux, je parle aussi du Premier ministre, qui est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais là, moi, j'ai vu un Premier ministre du FCC qui a obéi au mot d'ordre du FCC. Et donc, c'est très grave avec d'autres ministres qui n'étaient pas présents. Écoutez, le président de la République était dans sa veste du président de la République, dans son costume du président de la République. Pourquoi? Parce que il représente la nation. Vous ne pouvez pas avoir un président amorphe. Vous ne pouvez pas avoir un président qui marche tête baissée. Sinon, c'est un signal de la faiblesse qu'il doit donner à la République démocratique du Congo. Mais le fait que le président de la République est entré à l'hémicycle du Palais du Peuple avec les signes de la victoire, donc, il donne l'espoir au peuple congolais pour dire c'est la République qui est en train de gagner, ce n'est pas un camp d'individus et d'un autre. Par rapport à l'hymne du parti, de l'IDPS, mon parti, Félix Kaimbe, je dis, ils ont respecté, bien entendu, les justes et coutumes. L'hymne du parti n'était pas entonné avant l'hymne national, qui est la congolaise. Et donc l'hymne du parti a été entonné, vous savez, c'était une joie des combattantes et ces combattants qui étaient présents. Ils ont entonné ça après, et donc c'était juste de l'ambiance. Il n'y avait pas quelque chose à regretter là-bas. Mais il est de droit, Félix Kaimbe, que je puisse féliciter le président de la République, féliciter aussi les 3 juges qui ont prêté serment ailleurs devant la nation, devant le Parlement. Et donc, bon vent à ces gens et au travail déjà, parce que je sais qu'il y aura des questions qui doivent être posées dans des jours qui viennent pour qu'ils puissent interpréter la Constitution, les lois de la République. Et donc, ces gens sont déjà au travail, nous les souhaitons. Alors, bon vent. Russell Mutoke, les 9 juges proviennent de 3 institutions. Nous avons le Parlement, la présidence de la République et puis le Conseil supérieur de la magistrature, si je ne me trompe pas. Et on dit que pour les remplacer, on procède à ce qu'on appelle le tirage au sort. Est-ce que le chef de l'État a respecté cette procédure-là? Le tirage au sort par composante. J'aimerais d'abord dire à Maître Pétias, tu me permets de allez-y, à ce que j'ai entendu sur ces plateaux. Aujourd'hui, mon co-débatteur du FCC parle de l'art de gouverner. C'est pas de Okay, il est acteur de la société civile, c'est ça? C'est pas du FCC. Allez-y. Oui, mais en fait, Maître Pétias nous parle ici de l'art de gouverner. Mais mon Dieu, je ne sais pas de quoi il veut parler. Si pour lui, l'art de gouverner signifie la violation des textes, si pour lui, collaboration signifie violation des textes pour aller dans des combines, alors nous, l'IDPS et les chefs de l'État, nous disons non. La République fonctionne avec les textes. D'ailleurs, les chefs de l'État avaient déjà répondu quant à ceux. Les chefs de l'État avaient dit, si aujourd'hui on lui demandait de choisir entre la coalition et le peuple, il choisit le peuple. Surtout que chez nous, à l'IDPS, c'est le peuple d'abord qui est notre credo, qui est notre projet même. Donc, voyez-vous, lorsque j'entends ici parler de 11 juges, j'aimerais rebondir aussi dans ce sens-là. A-t-il oublié que Benoît Luamba avait démissionné? Alors pour quelqu'un qui a démissionné, peut-on parler d'un juge? A-t-il oublié que parmi les nominés, dont 3, il y a eu des nominations de 2 quotas? Le président de la République n'a nommé qu'une seule personne qui revenait à la charge de son quota. C'est le professeur Kalouba. Et les 2 autres sont partis du quota du Conseil supérieur de la magistrature. Voyez-vous. Donc, et les quotas du Parlement. Pour revenir, le quota du Parlement, ils sont là, ils n'étaient pas non, mais pour changer, on dit qu'on procède au tirage au sort selon les... Je suis en train d'arriver à cette question. Allez-y. C'est de manière frauduleuse que nos amis ont toujours utilisé ces raccourcis pour
ne citer que l'article 158. Vous parlez de l'article 158, bien entendu, de la Constitution. Oui. Mais avant d'arriver à cela, j'aimerais quand même corriger certaines choses. Pour comprendre cette affaire, il faut aller d'abord, d'ailleurs, il y a même le procureur général qui en a parlé, la séparation du pouvoir, dont on voit le pouvoir judiciaire avec l'article 149 de la Constitution, qui nous décrit clairement les cours et tribunaux qui font partie de cette structure de pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire dans lequel l'on cite la Cour constitutionnelle. Lorsque vous allez à l'article 150, j'étaye d'abord l'article 150, je pars à l'article 152. On vous dit que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'institution de gestion du pouvoir judiciaire. Voyez-vous? Lorsque vous revenez à l'article 150, vous voyez qu'on vous dit à l'alinéa 3 que le Conseil supérieur de la magistrature a les droits, c'est vrai, les juges, on parle ici des magistrats du siège. Mon frère connaît très bien ce que signifie les magistrats du siège parce qu'on en distingue deux. Il y a les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Donc, d'une part, le juge et de l'autre part, les procureurs. Alors, on vous dit ici que les magistrats du siège sont inamovibles. Mais on laisse une ouverture. La Constitution laisse en fait une ouverture. Et vous dit que bien qu'ils sont inamovibles, ils peuvent être remplacés par une nomination nouvelle. Et plus loin, on vous dit même qu'ils peuvent aussi être remplacés par une rotation motivée par le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que c'est une magie pour comprendre cela? Donc, voyez-vous, d'ailleurs, je suis allé un peu plus loin pour expliquer cela, mais normalement, en suivant seulement la déclaration du procureur général qui fait office aussi du président Haï de la Cour constitutionnelle, il a été clair lorsqu'ils sont sortis de l'entretien avec le président de la République. Il a dit qu'aucune disposition a été violée, et vous le savez très bien. Donc ça, c'est ce que lui... C'est la personne la mieux indiquée de nous dire si le président de la République aurait violé ou non la Constitution. Alors, et le débat était clos, je pense. La parole doit tourner. Maître Pétias, aujourd'hui, on a comme l'impression que chaque leader veut avoir la Cour constitutionnelle de son côté dans la perspective des élections, pour préparer les élections, parce que moi et vous tous ici savons que c'est la Cour constitutionnelle qui a les derniers mots après la CENI. C'est la Cour constitutionnelle qui valide ou invalide les mandats des élus. Merci beaucoup. D'emblée, je peux vous dire que c'est une preuve manifeste que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Parce que dans un état de droit, c'est les critériums, c'est les compétences. Chacun doit faire son travail. Parce que nous ne sommes pas encore dans un état de droit, c'est pourquoi vous avez raison de dire ça. Chaque leader veut s'en approprier d'une institution parce qu'il croit que ces gens-là doivent dépendre de lui et non exercer l'intelligence qu'ils ont en eux. Parce que dans un état de droit, c'est l'exercice de l'intelligence. Chacun exerce ses attributions. Mais si aujourd'hui, chacun veut avoir de son côté, c'est que c'est une preuve de l'absence de l'état de droit. Et avant de poursuivre, je vais revenir parce que j'ai comme l'impression que j'ai été mal entendu. J'ai dit sur le plan politique que l'image que ça a donné hier a fait voir au monde que nos institutions ne sont pas soudées et qu'il n'y a pas de l'harmonie. Est-ce que mes co-débatteurs peuvent me contredire par rapport à ça? Le gouvernement n'y est pas. Si ce sont des membres du gouvernement, il y a à peine 10. Cash, à lui, c'est là combien de membres dans le gouvernement? Sur 500 députés, il y a à peine 160. Sur autant de sénateurs, il y en a combien? C'est ça que nous regrettons. Que ça donne une mauvaise image à l'extérieur, surtout que ces images sont passées à la RTNC. Ça donne une très mauvaise image de la République et du fonctionnement de la République. Nous parlons République et nous ne parlons pas de personnes. Et sur le plan des droits, oui, les droits c'est comme ça. Le parallélisme, oui. Mais quand la loi est claire, la loi dit ceci, l'article 34.
de la loi organique de la Cour constitutionnelle. C'est le cas pour les deux juges. On peut accepter qu'ils ont renoncé. Que dit la loi? En ce cas-là, la loi dit qu'il faut appliquer l'article 35. L'article 35 dit quoi? C'est la Cour qui constate. La Cour qui constate. C'est ce que dit la loi. Ne dit pas que l'ordonnance du président de la République doit s'appliquer in facto. L'article 35 dit ceci. La Cour constate les cas échéants la démission d'office des lignes de personnes visées par la présente section qui auraient exercé une activité ou accepté une fonction incompatible. C'est la Cour qui constate. Mais les autres n'ont pas accepté une fonction incompatible. Écoutez, je n'ai pas dit ça. Qu'ils acceptent la fonction, les préalables, c'est la constatation par la Cour. Vous avez vu avec le président Luamba, il y a eu un PV quand bien même il y a eu des démentis qu'on sort. La Cour s'est réunie et a constaté que le président a démissionné. Mais pourquoi la Cour ne s'était pas réunie pour constater la démission de ces deux juges-là? C'est ce que dit la loi. La loi ne dit pas que l'ordonnance doit remplacer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est ce que je disais en termes clairs. Dès lors que la Cour n'avait pas encore constaté cette démission-là, parce qu'il ne suffit pas de démissionner. Il ne suffit pas d'être réputé démissionnaire. Faudrait-il que cette démission soit constatée? C'est la constatation qui met fin à la fonction. Tant que la Cour n'a pas encore constaté, ces juges sont censés demeurer juges à la Cour constitutionnelle. Alors pourquoi vous parlez des... C'est pourquoi je parle qu'aujourd'hui nous avons 11 juges au lieu de 9 juges. Ce n'est pas l'ordonnance, c'est la loi et c'est tout que c'est une loi particulière. Nous en avons entendu ici, mais non. Mais c'est le procureur général de la Cour constitutionnelle n'est pas la Cour constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'appuient sur sa déclaration pour dire que, d'ailleurs, le procureur général de la Cour de cassation a dit que le président n'a violé aucune loi. Est-ce que le procureur est la Cour constitutionnelle? Alors que la loi lui interdit. Je pense que l'article 29, pour que les gens qui appuient cette déclaration-là, écoutez ce que dit la loi par rapport à ce genre de déclaration. L'article 29, alinéa 2. Ils ne peuvent, durant leur fonction, ni prendre position publique, ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet des décisions de la Cour. Quand il a sa réforme réalisée aux membres de la Cour constitutionnelle, y compris les membres du parquet général, lui ne peut pas faire des discours comme ça. La loi lui interdit. Et quelqu'un qui viole la loi, vous prenez cette déclaration pour une décision de la Cour. Alors, la parole doit se citer par là. Je vais citer. Mais qui ne connaît pas que le président de la République ne fait pas partie d'un parti politique? Mais de quel droit un parti politique doit entonner son hymne dans une manifestation officielle alors que le président ne fait pas partie de ces partis politiques-là? Cette histoire-là, on doit les tolérer? Est-ce que les gens de l'UDPS peuvent nous dire en vertu de quelle loi ils se sont permis à la manifestation officielle à laquelle a présidé le président de la République d'entonner l'hymne de leur parti? Avec l'ancien président Kabila, on a vu ça également. On a vu des louanges dans la salle, au sein de l'hémicycle. On n'a jamais fait un débat. Sans vous suivre dans cela, à moins que vous n'étiez pas ici pendant les campagnes électorales. On nous a dit la continuité et le changement. PPRD devient aujourd'hui modèle. Pourquoi nous avions voté pour le changement? Alors, pourquoi nous avions voté pour le changement? Pour qu'aujourd'hui, ce qu'on a décrit hier soit aujourd'hui modèle. Alors, la parole doit circuler. Maître Gédéon, j'aimerais vous poser une question concernant l'article 29 que Maître Pétias vient d'évoquer tout à l'heure.
Est-ce que... C'est même fâché, maître Pétias, sois calme. S'il vous plaît, Félika, faut prendre la calme, c'est moi, Maître Gédéon qui a la parole. Maître Gédéon, est-ce que vous pouvez nous donner une interprétation de l'article 29? D'abord, vous savez, lorsque le sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice par ces heureuses procédures équitables pour faire triompher le droit prend la parole, il doit dépasser l'émotion intoxiquée pour la consommation des marchés publics. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut éviter d'entretenir le flou dans les têtes de ceux qui nous suivent. Avant d'arriver à l'article 29, il vient de lire l'article 34. Parce qu'il s'agit du cas de la démission. Or, les cas sous examen, les juges n'ont pas démissionné. Parce qu'on parle des cas de démission, de rotation, c'est-à-dire que là, il connaît aussi. Acceptation, c'est ce que dit la loi. Il faut la lire. S'il vous plaît, Maître Pétias, c'est Maître Gédéon. C'est lui qui a la parole, allez-y. Il ne peut pas aussi entretenir la confusion pour ne pas savoir que les conseils supérieurs de la magistrature, c'est aussi une cour donc judiciaire pour les juges, et qu'effectivement ils ont constaté, il y a des PV qui existent et ils ont été notifiés, et vous voulez quelle cour qui pouvait constater. Et puis je dois rappeler au maître que la cour à ce moment-là était dans l'impossibilité de se réunir parce que le quorum n'était pas atteint. Et ça, pour comprendre ça, il faut de la magie? Je ne pense pas, c'est de la mauvaise foi. Nous devons éviter la mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas bien sur la place publique. Donc maintenant, toujours dans ce qu'il a dit, dans l'article 34, il a soulevé des choses importantes. Donc, mais il refuse lui-même de comprendre. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut accepter d'être corrompu par l'entendement pour et aussi se priver de la vérité pour comprendre que ce qu'il veut entendre. Ça, c'est encore un problème. Parce que les juges, moi ce que je comprends, c'est que les juges avaient les droits. Et leurs droits acquis fait partie d'un principe général du droit administratif. Et d'ailleurs, c'est à valeur supralégale. Et que le président n'est pas Dieu. Le président peut effectivement commettre une faute. Mais le respect de la réglementation des procédures est opposable à tous. Les deux juges, ils avaient la possibilité de faire les recours gracieux et dans les délais leur impartis. Et s'ils constatent qu'il n'y a pas de réaction, ils ont 3 mois pour saisir la cour qui est compétente à ce niveau-là. Il fallait saisir le Conseil d'État. Et le Conseil d'État devrait effectivement statuer et déclarer cet acte illégal, l'ordonnance. Et c'était ça. Et nous avons déjà franchi cette étape de débat. Maintenant, je ne sais pas quelle cour qui devrait se réunir et pourtant qui se posait un problème de quorum. Donc c'est la confusion qu'on veut entretenir. Concernant l'article 29 qu'il a... Concernant l'article 29, je pense que ici, ce n'est pas comme si ça on interdit, c'est comme nous les avocats, on ne peut pas faire la publicité. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec Maître Théodore Ngoy qui voulait en fait convaincre l'opinion publique au lieu d'aller convaincre les juges du tribunal. Donc parce que un homme politique est intéressé de l'opinion publique, mais nous sommes intéressés des juges du tribunal pour convaincre. Donc c'est pour ça que nous sommes appelés maîtres. Pourquoi? Parce que nous sommes maîtres de la procédure. L'action, c'est le ministère public. Mais il ne doit pas oublier que le ministère public, il a sa conviction. Donc il a que la loi et la conviction. Et cela lui est reconnu. Mais maintenant il sort, c'est pas une déclaration où il a fait une conférence de presse. Il venait d'être consulté. Et quand il venait d'être consulté, il y a l'avis il ne donne pas l'avis. C'est pas une déclaration pour qu'on puisse dire que non, il y a ceci, cela. Le problème ici,
donc, et ailleurs. Le problème, c'est que même j'ai appris qu'il y a des gens qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 158. Mais je crains que ça soit un combat à l'arrière-garde perdu d'avance. Toujours par faute de ce qu'on constate aujourd'hui comme crise au sein même de la Cour constitutionnelle, par du fait qu'ils sont à 6, ils ne peuvent pas donc siéger. Et même alors, parce que quand ils vont se réunir pour statuer, les 3 vont se retirer. Les 3 vont se retirer parce que la question leur concerne. Donc le même problème va encore s'opposer. C'est-à-dire que ici, les gens mélangent la fiction et les droits ou encore les lois. Donc, un problème politique et un problème juridique, c'est différent. Je sais que mon confrère connaît. Nous devons établir la différence. J'ai entendu. Vous savez, quand il s'agit des gens de l'IDPS qui ont chanté, on sait que on ne peut pas, la foule n'a pas un état d'âme. Vous ne pouvez pas aller éduquer une masse pour dire voilà. Si néanmoins les chefs de corps ne sont pas éduqués politiquement, on a vu et regardez le comportement qu'a affiché Ilon Kamba. Il a affiché un comportement d'un militant parce que il est soumis aux exigences constitutionnelles du patriotisme pour le bien-être de la population, pas être dans le protectionnisme politique. C'est là où ça pose un problème. Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le Premier ministre, je pense qu'on attend son explication, il doit s'expliquer sur la question, mais pour vraiment chiter avec la question que vous avez posée, l'article 29 ici, je ne vois pas le procureur organiser une conférence pour donner son avis. Donc on l'a posé la question, c'est comme lui, quand il parle ici de la violation, donc il n'a pas cette compétence. L'autorité ne relève pas de sa compétence pour dire que non, voilà, le chef de l'État a violé la Constitution. Il y a une institution habilitée à statuer, à rendre la décision si la Constitution a été violée ou pas. Nous tous, ce que nous sommes en train de faire, ce sont des commentaires. De quel droit? Lui doit faire les commentaires, mais il refuse au procureur. C'est comme si le procureur n'est pas un citoyen comme lui. Donc, voilà, je pense que la déontologie nous rattrape tous. Alors, Félix Kayembe, on a vu les gens dans la salle, les publics dans la salle crier à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pensez-vous pas que si le président ose appliquer cette disposition, le pays sera plongé dans une crise parce qu'il faut donner les moyens à la CENI au délai prévu par la Constitution pour organiser l'élection. Je pense que nous sommes en train de traiter d'abord des questions d'État qui sont très pertinentes. Il faudrait que nous puissions être calmes parce que j'ai assisté à une agitation dans les chefs de Maître Pétias, que je ne reconnais pas aujourd'hui. J'ai compris qu'il a vraiment beaucoup parlé pour ne rien dire. Hein. C'était vraiment de la colère que j'ai vue. Écoutez, lorsque vous nous parlez d'une mauvaise image que la République a rendue, je pense qu'il faut d'abord retracer l'histoire. Les protocoles ou les services de protocole de la présidence de la République avaient saisi l'Assemblée nationale et le Sénat pour dire, écoutez, il doit y avoir une cérémonie qui doit se passer chez vous. Pourquoi? Parce que c'est eux qui géraient, si vous voulez, l'hémicycle. Et lorsque ces gens répondent pour dire, nous ne sommes pas partants et nous n'allons pas assister à cela, la faute doit être attribuée à ceux-là qui n'ont pas voulu répondre à l'invitation par rapport à la cérémonie. Parce qu'ils devaient assister comme tout le monde. Raison pour laquelle, vous avez vu, même là où il y a toujours eu les bureaux de l'Assemblée nationale, ou soit du Sénat, il n'y avait qu'une table où le juge devait poser les signatures et prêter serment devant le président de la République. Et donc moi je dis qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution par le simple fait. Personne ne peut nous dire ici quel est cet article-là qui a été violé. Personne ne peut nous le dire.
Mais ils vont vous dire, écoutez, c'est tout simplement parce que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba n'avait pas signé, comme si les contreseins étaient un domaine privé de monsieur le Premier ministre. Non, la Constitution vous dit, lorsque le Premier ministre est empêché, c'est lui qui est de la préséance, joue l'intérim du Premier ministre et signe. Et donc, ça ne pouvait même pas poser un problème. Par rapport à la question que j'ai posée sur la dissolution par rapport à la question l'Assemblée nationale que vous aviez posée par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale, je pense que ce n'est pas de la magie, hein. C'est la Constitution de la République qui donne droit aussi au président de la République lorsqu'il y a une crise persistante. Et donc, le président de la République, entre les institutions, le président de la République a même ces pouvoirs-là de consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, et tous vont voir comment arriver à la dissolution Les de l'Assemblée textes nationale. ne disent pas que s'il y a crise entre le gouvernement et le Parlement. Parce qu'apparemment, la crise, c'est entre le président de la République et les institutions. Les institutions, c'est l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai dit. Mais l'Assemblée nationale et la primature ne sont pas Je pense pour moi, en aujourd'hui, crise. le président de la République lui-même a toujours dit nous allons aller avec cette coalition jusqu'à la fin de son mandat. Et il doit encore se prononcer demain. Je ne peux pas être dans les secrets des chefs. Nous allons entendre ce qu'il doit dire. Mais ce qui est plus important, c'est de sauver cette jeune démocratie. Il ne faut pas qu'il y ait les gens qui nagent à contre-courant par rapport aux besoins de la population congolaise. Ce qui me fait mal, chère Merveille, c'est les députés nationaux qui revenaient il n'y a pas très longtemps des vacances parlementaires. C'est que pour dire, ils ont contacté la base, ils ont vu la souffrance de la base, et nous sommes aussi pendant la session budgétaire. Donc, il fallait qu'ils puissent se mettre autour de ces questions pour voir comment donner un budget conséquent à la République du Congo pour que nous puissions répondre aux besoins qui sont les nôtres. Vous savez que la Covid-19 a mis ces pays à genoux, pas seulement ces pays, et le monde entier. Les peuples congolais souffrent, mais ils ne sont pas là où les peuples congolais les attendent. Et sont dans les soubresauts politiques, et sont dans des positionnements politiques, ce qui fait très mal. Ici, quand je vois les gens en train de défendre ce qui s'est passé dans la classe politique du côté FCC, parce qu'ils n'ont pas voulu répondre à l'invitation du service de protocole de la présidence par rapport à la cérémonie de la prestation de serment des 3 juges, je me dis, il y a un problème. Et donc, je pense qu'ils doivent tirer toutes les conséquences possibles. Pourquoi? Parce que il y a eu une subordination de la part du Premier ministre. Lui qui n'est pas du FCC, qui est Premier ministre de la République démocratique du Congo, et lorsqu'on vous invite dans une cérémonie officielle comme s'il est là et que vous ne répondiez pas, ça pose problème. Alors, moi je me dis, au moment où nous sommes arrivés, le Premier ministre, si il n'a plus à donner à la République démocratique du Congo, il ne peut que démissionner. Alors, je vais vous poser cette question. On a vu Bahati Lukwebo applaudir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une victoire pour le président de la République. Merci Merveille pour la parole. J'aimerais d'abord revenir avant de Répondre à cette question. Allez-y. C'est que Russell Mouto, que je suis vraiment dans les regrets. Parce que Maître Petias, Oui. que je reconnais beaucoup, qu'un homme intelligent, que j'ai toujours suivi ses interventions, mais aujourd'hui je constate qu'il était vraiment hors de lui. J'ai pas compris, mais je lui demande un peu de s'apaiser parce que c'est pas difficile de se rattraper. Hein. Essaye de te rattraper parce que là tu étais vraiment mal en point. Je vais voir ces maîtres Petias là que j'ai l'habitude de voir. J'arrive à la question sur... je lui ai entendu parler de l'hymne national. Dois-je rappeler à maître Petias ici que dans l'hémicycle, il y a une place réservée au public et qu'il sait très bien que dans de telles cérémonies, il y a toujours eu des invitations pour le public, il le sait. Maître Gédéon Kolela, mon aîné que je respecte beaucoup, vient de le dire clairement. Et la foule n'a pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Au-delà de la foule, il y avait des combattants de l'UDPS, n'est-ce pas? Lorsqu'il vous chante son hymne national, il dit par exemple, cette cérémonie au fait
quand vous regardez au niveau de combattants, c'était comme une sorte de commémoration en fait. Commémoration de quoi? De la lutte. Parce que, au fait, lorsque vous voyez nos combattants dire, par exemple, dans l'hymne national, dire que nous nous sommes bâtis pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, ce n'est que normal de voir un public invité commémorer ces jours-là. La démocratie, c'est avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le contrôle. Ce n'est pas le contrôle. Je viens à cette question-là. Oui. Vous savez très bien que la Cour constitutionnelle, c'est le juge naturel du président de la République. Justement, voilà pourquoi j'ai posé cette question-là. Non, laissez-moi finir, sinon vous n'allez pas me permettre de Allez-y. Vous avez entendu des audios ici, dans la ville, des gens, des responsables du FCC dire qu'ils avaient des juges propres à eux, alors que nous savons très bien que la justice, elle est indépendante. Et c'est cette indépendance-là que nous, IDPS, arrivés au pouvoir, nous sommes en train de nous forcer à imposer la force de la loi, l'indépendance de la justice. D'ailleurs, il vous souvient qu'il n'y a pas longtemps, on a failli caporaliser la justice avec cette histoire de Minaku Sakata. N'est-ce pas? Donc, voir un public chanter, ovationner de cette manière-là, je ne vois pas pourquoi il va trouver ça normal, d'autant plus que il y a des invités qui sont là aussi pour assister à la cérémonie. Et surtout qu'on n'a pas interdit au FCC. Il n'avait pas été interdit au FCC aussi d'assister, n'est-ce pas? Surtout, bon, en fait, certains étaient là. Il y avait eu, je crois, les gouverneurs de la ville, Gentini Ngobila, qui a même fait une déclaration. Les ministres plus Mouabilou étaient là aussi. Il y avait les ministres plus Mouabilou. Donc il y a quand même, comme j'ai toujours dit au FCC, des gens qui sont responsables et qui reconnaissent en eux cette personnalité-là d'homme d'État. Voyez-vous? Alors, partant de cette question de la justice, notre ami doit savoir quand même que c'est la justice qui élève une nation. Vous savez, nous avions passé pratiquement 20 ou 18 ans avec le régime passé où nous avons vu comment est-ce que notre justice était complètement caporalisée. D'ailleurs, les audios en étaient la preuve. Et avec des gens comme ça, dans une aussi haute instance juridictionnelle du pays comme ça, vous pensez que ça frisera l'harmonie? Donc, du point de vue, je l'ai entendu parler ici du procureur. Dois-je le rappeler que la loi portant organisation, celui de 2013, celle de 2013 portant sur organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à partir de l'article 100 jusqu'à 103, l'on démontre que c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui a ce droit-là d'actionner une action judiciaire, si je peux permettre la tautologie, envers le président de la République. Il le sait très bien. Et lorsque le procureur, qui est pour nous, les publics, comme une personnalité spécialiste en la matière, vous dit que le chef de l'État a respecté la procédure, quoi de plus normal de dire qu'il n'y a plus de débat? Alors, la parole doit circuler. Maître Pétias, j'ai une question du public. On nous parle de $300 distribués aux membres du FCC pour boycotter la cérémonie des prestations de serment. Êtes-vous au courant? C'était même au showbiz pour la rencontre, pour tout décider. Je dois le rappeler combien de fois que je ne suis pas du FCC. Non, ça c'est une question. Je n'ai jamais dit que vous étiez du FCC, mais je posais une question. Je vous ai toujours dit, peut-être dans ce plateau, je vous ai dit que chez nous, nous avons des trafiquants politiques. Des trafiquants, en d'autres termes, sont appelés des commerçants illégaux. Des commerçants qui exercent des activités illégales. C'est ça nos politiques. Les marchandises, c'est ça. Mentir à l'opinion, les pousser au désordre, chercher des négociations pour qu'eux-mêmes puissent se retrouver. Ça, c'est les politiques congolais. Ce sont des trafiquants politiques.
Je ne peux pas parler au nom des trafiquants politiques, non. Mais vous condamnez cet acte-là, le fait de recevoir. Je n'affirme pas, je n'étais pas là, je n'étais pas au courant. C'est ce monsieur-là de l'attester et de dire que non, tel monsieur, je ne sais ni commenter, ni affirmer, moins encore infirmer si ces allégations-là. Mais laissez-moi quand même revenir. Le procureur général n'est pas n'importe qui comme moi. C'est la loi qui lui interdit. Parce que c'est lui le juge. La loi précisait même les questions qui sont même susceptibles d'être tranchées par lui. Mais si d'emblée, il lui donne déjà son point de vue. D'ailleurs, vous avez compris que les gens de FCC, Patrick Kanga, a même demandé de retirer les requêtes. Parce que c'est vous qui allez trancher le moment venu. Vous ne pouvez pas émettre un avis sur la question parce que c'est vous qui allez trancher. Maintenant, là, étant donné déjà qu'il a donné son avis par rapport à ce qui ils attendent encore. C'est ça qu'on lui interdit parce qu'il est censé être neutre. C'est lui qui doit trancher. C'est la dernière des juridictions. Mais quand il met un avis, c'est pourquoi la loi lui interdit. Et passer outre ça, vous n'allez pas dire que non, maître Pétia, c'est un citoyen comme lui. Non. Non. Et pourquoi avant on ne lui pointait pas du doigt? Je vais répondre sur toutes ces questions-là. Mais quand les partis politiques insultent leurs membres devant le plateau, que c'est une foule. Non mais dire que c'est une foule, c'est de l'insulte. La loi sur les partis politiques donne à chaque parti politique comme le premier devoir former ses membres, notamment sur l'éducation civique. Mais les gens qui ne savent pas former leurs membres, qui les appellent, ils cessent d'être membres, les membres deviennent foule. Mais je ne savais pas. Vous comprenez ça? Parce que les partis politiques doivent former leurs membres, notamment sur l'éducation physique, l'éducation civique. Vous devez informer aux membres. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Protégez-moi, vous comprenez qu'il soit à 3 et que je suis seul. Je vous protège. Le maître n'est pas de l'UDPS. Nous, l'orientation de ces arguments, nous avons déjà une idée sur ce qui se Comme tes non, mais comme aussi en fait allez, pas seulement, tu sais, maître. Nous comprenons aussi que ce n'est pas votre temps de parole. Il y a la différence entre les membres et la foule. Les membres sont éduqués. Sinon, on va considérer ce plateau ici, c'est la foule. Mais pourquoi on parle des militants? Écoutez, les militants, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé. Les militants doivent respecter les institutions, les militants doivent se différencier. Et vous l'avez compris que Maître Rachel, il n'est pas maître, que je sache, il a une formation en communication. Je ne suis pas maître. Excusez-moi. Il a bien dit que c'était une commémoration d'élite. C'est ça qu'il a dit, non? Pour eux, c'était une commémoration de l'élite et de leur combat. Il a dit ça, j'ai noté. Journaliste avait posé la question, il a dit pour eux, c'était une commémoration des luttes. Alors, c'est pourquoi il faudrait ne pas confondre les auditoires. Hier, c'était une manifestation solennelle. Il ne s'était pas agi de la commémoration des partis politiques pour entonner l'hymne de leurs partis politiques. Messieurs les journalistes, laissez-nous un peu vous dire. Non. Vous savez, ceux-là ont estimé, en vertu aussi de la Constitution, ils ont estimé que cette cérémonie-là ne pouvait pas avoir lieu parce que, selon eux, ça n'a pas respecté la Constitution. Et la Constitution astreint à tout le monde de ne pas obéir à un ordre qui est manifestement illégal. Et ils l'ont dit. Je vous ai aussi dit ici que la Cour n'a pas encore pris acte. C'était cette même Cour-là qui avait pris acte de Benoît. Cette même Cour-là devait aussi prendre acte pour les deux juges. Nous avons entendu par le passé. Cette même Cour-là avait siégé à 5. En droit, ça s'appelle jurisprudence. Mais comment? Avouer des violations internationales. Vous avez refusé, excusez-moi. Vous avez refusé. Laissez Maître Pétias, s'il vous plaît. Laissez Maître Pétias, terminez votre pensée. Est-ce que les co-débatteurs ne sont pas au courant que cette même Cour a eu à siéger à 5?
Je ne sais pas de quoi tu parles. Félix Kaimbe. Cette cour a siégé à 5. Et l'arrêt est là. C'est cet arrêt-là qui a fait que les présidents sortants poursuivent 2 ans. Au moins, tout le monde est au courant de ça. Cet arrêt existe. Ils ont siégé à 5. Mais pourquoi pas à 6? Pour prendre acte. Parce que c'est ça la constatation qui m'a fait. Je vais citer. Mais si les journalistes comprenaient qu'ils sont à 3. Non. Chacun analyse S'il vous de plaît, sa façon. Félix Kaimbe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Apaisez-vous, Nous vous maître, donnons apaisez-vous. votre temps de parole. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'il faut mettre fin à ces temps de parole pour donner à un autre. Terminez votre pensée et puis nous allons. Je connais Maître Petit. S'il vous plaît, Félix Kaimbe. Félix Kaimbe, je vais les déduire dans vos minutes. Oui. Vous êtes en train de perturber l'ordre. Allez-y. Je chute par rapport à M. Bati. Est-ce que vous vous rappelez des discours qu'il a donné le jour que le sénateur avait allé au Sénat? Allez-y. Finalement, il se situe où? Il devient la chauve-souris. Quand Kabila est allé là-bas, le sénateur a vu au Sénat, vous avez compris sa déclaration. Hier, vous avez compris cherche sa à les déclaration. confronter avec. Il a créé une nouvelle appellation pour dire une structure autonome. Alors, pour faire partie de la majorité, c'est bien défini par la loi. Il s'est dit, lui, une structure autonome de la majorité. Bon, cette structure autonome-là, il a tiré de quelle loi? Et vous allez voir des gens comme ça, que les partis politiques comme IDPS va les récupérer. Un monsieur qui ne sait plus se situer. Voilà, alors maître Gédéon Kolela, il a soulevé un cas que j'aimerais bien avoir une interprétation pour les publics, parce que là il vient de s'aimer un doute. Il dit qu'à l'époque de M. Kabila, la Cour constitutionnelle a siégé à 5. Aujourd'hui, c'est vous qui avez soulevé d'ailleurs ces problèmes, qu'ils sont à 6, donc le quorum n'est pas atteint. Oui, vous savez, Maître Petit Hassan, Oui. il soulève des questions très importantes. Mais parfois aussi, lui-même, il s'est contredit. Il a refusé à l'IDPS de se référer à de mauvaises décisions. Entre autres, il y a cette décision que tout le monde a décriée, que la Cour ne pouvait pas saisir et ne pouvait pas se réunir à 5. Vous savez que cela a poussé d'autres juges de démissionner parce qu'ils ne pouvaient pas cautionner un mal quelconque. Donc, lui, il est pratiquant de droit. Il sait qu'il y a des jurisprudences qui ne font pas l'unanimité. Donc, vous ne pouvez pas vous référer à une très mauvaise décision parce que, effectivement, il faut avoir la lucidité de pouvoir élargir tout ce qui vont mettre la barrière dans le développement d'un état de droit. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle. Un état de droit, c'est un processus. Et je suis aussi avec lui d'accord. Il a soulevé des questions importantes pour dire que la Cour constitutionnelle ne doit pas être la tour de contrôle d'un aéroport. Vous comprenez? Donc, nous avons tous ici demandé à ce que créer un écosystème structurel pour que la justice devienne effectivement indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Mais seulement, nous devons savoir que ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'on parle d'un état de droit, mais c'est un processus, lui il connaît. Pour y arriver, pour qu'on puisse avoir aujourd'hui donc la célérité, l'indépendance, l'impartialité, on doit penser aussi à améliorer la vie des juges. Vous voyez, les conditions de travail des juges et même des judiciaires, les agents qui travaillent pour la justice, y compris lui et moi. Parce qu'à un moment, les avocats sont devenus comme les courtiers des juges. Les juges entrent en contact avec nos clients. Ça pose problème à ce niveau-là. Donc il faut structurer même l'homme congolais lui-même. Il y a un problème à ce niveau. Même nos familles, il y a des problèmes. Donc il ne faut pas penser que tout doit aller comme si c'était sur la roulette. Ça, détrompez-vous. Mais ce qui est vrai, tout ce que nous vivons, nous devons reconnaître que le Congo aujourd'hui est dans un tournant décisif de son histoire.
Donc aujourd'hui, le Congo est non seulement dans les tournants décisifs, maintenant là, nous venons d'entrer dans une zone de turbulation, parce que vous avez posé cette question, Oui. où effectivement on doit voir que nous allons vivre les derniers essoufflements d'un chien ragé, d'un chien écrasé plutôt. Nous allons vivre cela. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que l'ultime objectif d'une coalition reste en dernier ressort la cohésion sociale, qui est considérée comme un ciment de la société qui réunit la population avec les institutions qui les gèrent et crée la stabilité. La conséquence, c'est la légitimité politique incontestable. Mais ça c'est le principe. Mais lorsque nous sommes en train de voir la vie panoramique de l'histoire de la coalition, donc que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, vous allez voir que la coalition a été toujours atypique. La coalition a toujours été non pour valoriser les sourires, mais c'est pour réfléchir sur des questions de crise émotionnelle. En fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a entre la volonté manifeste et la ferme détermination du président de la République de gérer ou de gouverner autrement pour l'amélioration des conditions de vie, enfin pour le bien-être de la population. Ce faisant, nous ne sommes pas aussi insensibles qu'il y a des ennemis de la République ou encore de l'alternance qui sont des chauves-souris qui nous infiltrent et viennent de soulever les cas. Donc, des gens qui aiment aussi garder ces peuples dans une politique archaïque de déification des individus. Aujourd'hui, vous avez, excusez-moi, je n'aime pas citer les noms, les FCC qui vous girent que par certaines personnalités. Regardez. Donc, aujourd'hui, les trois chefs de corps ne pouvaient pas se comporter comme les chefs de corvée. Donc, ils ne sont pas en train aujourd'hui de vivre, de gérer plutôt les corvées. Un député, il est d'abord député national, même s'il est élu dans le compte de son parti politique, mais il est là pour le bien-être de la population. Moi, je pensais que confrères allaient condamner les choses dans ce sens-là, de voir que nous sommes encore loin d'avoir les hommes d'État dans ce pays. Maintenant, vous posez la question, je vous avais posé la question d'envisager la dissolution du Parlement. C'est par là que vous allez chuter d'ailleurs. Oui, moi je pense que le président Tshisekedi, l'avantage qu'il a par rapport à d'autres acteurs politiques que je connais, c'est entretenir un peu de l'absurde dans tout ce qu'il fait pour ne pas rectifier tout de suite lorsqu'il constate que les gens sont capables de certaines bêtises, il leur laisse aller jusqu'au bout et donc quand ils vont se cogner, il leur revient. C'est pour ça qu'il utilise souvent le plaisir pour pouvoir déroder la douleur et même utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres des intelligences. Et si vous voyez dans cette fondement solide qu'il est en train de mettre en place, je pense qu'il a même souhaité que son prédécesseur puisse vivre paisiblement. Donc vous vous souvenez, il y a même les gens de la Mouka qui ont critiqué cela. Mais oh, c'est quelqu'un qui sait que la vie, c'est un spectacle donc tellement important qu'il ne faut jamais rater. Alors, donc il va tenir compte de beaucoup de choses et moi je suis content, on va les suivre et je pense que tant que père, parce que je vous dis, le monde ici n'appartient pas à ceux qui ont le pouvoir, le monde aussi n'appartient pas à ceux qui ont l'argent, le monde appartient à ceux qui ont un grand cœur. Voilà, alors il est de coutume dans cette émission, lorsqu'on arrive à la fin, que chacun pendant 4 minutes puisse aborder les sujets de son choix, puisque déjà nous tendons vers la fin. Alors, je vais commencer par vous, Félix Kaembe, le sujet de votre choix. Mais si vous jugez bon de revenir sur le même sujet, libre à vous. Et nous allons faire le tour de la table comme ça, et puis nous allons chuter. Merci pour m'avoir accordé ce temps que je puisse prendre le sujet de mon choix. D'abord, je vais dire que le président de la République n'a pas violé la Constitution. Et donc, dire aujourd'hui que le président de la Cour constitutionnelle qui fait l'intérim, au sorti de l'audience qui lui a été accordée par le président de la République,
a dit que le président n'a pas violé la Constitution et donc ça ne pouvait engager aucun débat. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle, c'est les remparts du cours que nous pouvons trouver ici en République démocratique du Congo. Donc c'est le dernier ressort. Et lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution, nous devons accepter cela. D'autant plus qu'aucune personne n'a donné l'article qui a été violé par les présidents de la République. Vous allez voir les grands constitutionnalistes que nous reconnaissons aussi au PPRD et ailleurs. Tous ces grands constitutionnalistes ne disent pas que le président de la République a violé la Constitution. C'est les petits banabitinda, comme on dit, peuvent monter au créneau et parler de n'importe quoi. Nous disons, pour finir, que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, c'est la victoire du peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a certains individus qui voulaient confisquer la République, qui croyaient comme s'ils avaient le monopole. Et nous, nous étions les étrangers. Et donc, ils doivent comprendre aujourd'hui que la majorité populaire est plus que la majorité parlementaire. Nous ne pouvons pas parler ici de quorum, parce qu'on vous dit c'est la représentativité nationale et les garants de la nation qui est le président de la République qui doit être là, qui doivent être là si vous voulez, et celui qui en prend acte du serment, c'est le président de la République. Et donc qu'il y ait des députés, qu'il y ait 3 députés, qu'il y ait 4 sénateurs, ce qui est vrai est qu'il y avait la représentativité nationale. Les quorums, on n'en parlait pas de ça dans cette matière. On dit tout simplement que le président de la République et la représentativité nationale et d'autres invités. Nous disons aujourd'hui que la Cour constitutionnelle travaille pour la République démocratique du Congo. Et ceux qui veulent semer le trouble au nom de leurs intérêts personnels, nous leur demandons de mettre de l'eau dans leur vin. Pourquoi? Parce que sans la République démocratique du Congo, personne ne fera la politique. Je demande aux amis du FCC de comprendre que nous n'avons qu'un seul héritage, et le seul héritage, c'est la République démocratique du Congo. En dehors de ce pays, on n'en a pas un autre. Voilà, alors, vous avez la parole, Richel Mutoké. 4 minutes, sujet de votre choix. Oui, mais je me contenterai de revenir à ce que Maître Pétias... Libre à vous. Parce que Maître Pétias doit savoir d'abord que cet endroit s'appelle le Palais du Peuple. Raison pour laquelle, vous voyez, il est prévu un endroit pour les publics. N'est-ce pas? Quand il dit que nous avons insulté nos militants en disant qu'ils sont la foule, mais moi je ne me retrouve plus en maître. Je ne savais pas qu'une foule, c'est une insulte. Et d'ailleurs, moi je n'ai pas dit que je ne les avais pas traités d'une foule, non. J'ai dit qu'il y avait des invités, et parmi ces invités, il y avait des membres de l'IDPS qui se sont sentis dans la peau de leur lutte, qui est en train de se matérialiser quand on sait que nous avions entendu des audios ici où des gens dire qu'ils avaient des juges à eux dans la juridiction la plus importante en matière judiciaire dans le pays. Deuxième chose, il parle de Bahati. Je n'avais pas répondu sur cette question. Il laisse sans nul doute d'oublier que Bahati, c'est quand même d'abord un fils du pays qui a d'abord sa liberté de faire son choix. S'il sent que ses intérêts politiques ont été menacés de l'autre côté au FCC, il est libre de faire son choix. Son choix, ça n'a rien à voir avec ce que lui dit. On a vu ça avec Basile, il était au FCC, il est allé. Ils sont libres de faire leur choix, mais mon Roger frère, Lumbala aussi, ils sont nombreux. ils sont libres de faire leur choix. La Constitution leur en donne ce droit-là. Ils sont libres de faire leur choix quand ils sentent que, surtout que nous savions très bien que la politique, ce sont les intérêts, n'est-ce pas? Je passe au niveau de juges. Mon frère doit comprendre que les 2 juges ont été déplacés par le Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas? Parmi les 3 juges qui ont prêté serment ailleurs, il y a eu 2 cas. Je parle de 2 ordonnances. Le premier qui revenait au quota du président de la République, dont le professeur Kalouba, et le second qui est celle de 2 juges où on voit
c'était de déplacement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'était de proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, quand lui, il parle de la Cour, je ne sais pas de quelle Cour lui il parle, mais au moins, je lui renvoie à l'article 152 où il va voir comment est-ce qu'est composé le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, au-delà de ça, il doit savoir tout de même que ces deux juges ne sont pas partis par un coup de baguette magique. Ils le savaient. Et ce sont des spécialistes en la matière. Ils avaient accepté les propositions, ils ont signé leurs lettres, ils ont fait des séances de simulation, ils ont récupéré leurs doges, et en dernière minute, ils se rebuffent. D'ailleurs, je lui informe qu'ils ont été promis. N'est-ce pas? Donc, je n'ai pas retrouvé Maître Pétias aujourd'hui, mais je suis confiant que prochainement, il fera des efforts, mais aujourd'hui, il a tellement été en difficulté. Maître Pétias, 4 minutes. Merci, vous voyez que je suis la cible de tout le côté. Je n'ai fait qu'évoquer des principes et des dispositions égales. De mon entendement, je n'ai pas été rencontré. Quand je parle de la jurisprudence, les co-débatteurs le savent que la jurisprudence c'est une source de droit. Et chez nous ici, les jurisprudences doivent être inscrites dans les bulletins des arrêts. Cet arrêt-là a été inscrit dans les bulletins des arrêts et même publié au journal officiel. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas un autre arrêt qui contredit celui-là. Donc, je suis en droit de l'évoquer. Comme juriste et pratiquant, j'ai en droit de l'évoquer parce que c'est une source de droit. Nous parlions de... Nous sommes dans un État organisé. Aujourd'hui, dit des droits. Dans un État de droit, c'est les institutions. Vous ne pouvez pas appeler les gens que non, nous allons agir en dehors des lois de la République parce qu'il s'est constitué une certaine majorité dite populaire. Alors que cette même population qui s'est votée ces lois-là, qui a dit que nous devons tous respecter des lois, mais vous, je ne sais pas au nom de quel principe, vous invitez la population à violer leurs propres lois parce qu'au nom de la majorité populaire. Non, ces lois-là, ce sont nos lois et nous devons les respecter. Nous devons plutôt inviter les gens à respecter nos lois à nous et non à inciter les gens à la rébellion pour dire que nous sommes une majorité populaire et que nous devons faire ce que nous voulons. Là, ce n'est pas vivre dans un état de droit. Non, nous parlions de... Oui, la transmance, c'est la différence de ce que fait le vieux Titi, la constance. Oui, les hommes politiques doivent être constants et non la transmance. Aujourd'hui là-bas, sans idéologie, sans position, vous ne partez que pour des intérêts politiques. C'est pourquoi je vous ai dit que pour moi, les politiciens congolais sont des trafiquants politiques. Parce qu'ils ne proposent pas des idées, ils ne proposent pas des projets de développement, ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Et la Cour constitutionnelle, il faut que vous précisez la Cour constitutionnelle, wana, papa, maman, et ça, il y a bissoté. Maître Pétias, l'émission est en français, s'il vous plaît. Il fallait faire. Qu'il est en difficulté. Non, le Félika, il laissait son temps, allez-y. Il est de mon devoir de recadrer, mais de me laisser finir. Il a dit, cher Merveille, notre Pétias aujourd'hui est vraiment en difficulté. Il est en train de... Vous avez déjà parlé, ce n'est plus votre état d'antenne. Allez-y, maître. Je vous protège. Oui. Que l'état de droit, donc, question, il n'en est pas encore. Parce que dans un état de droit, on ne se disputerait pas que ces quotas, c'est pour les présidents, ces quotas, parce qu'on aurait dû avoir confiance aux intelligences et laisser à chacun de faire son travail. Tant qu'il y a des guerres autour de ces personnes-là, c'est une preuve qu'il n'y a pas état de droit. Et aussi, s'il vous plaît, un peu de tolérance. Vous avez parlé de Félika parce qu'il y a des pressions, il n'y a pas les Félika. Vous avez parlé, Maître Pétias, vous avez tout à fait normal que chaque camp puisse chercher ses intérêts. Vous êtes en train non, mais il faut le laisser. Il a la parole. Il ne sait même pas agencer les fils. S'il vous plaît, Maître, terminez, s'il vous plaît. Je ne te reconnais pas, Maître. S'il vous plaît, mon frère. Maître, terminez. Je sais que... Comme médecin, vous devez entendre les malades venir vers vous. Vous ne pouvez pas soigner un malade comme ça de droit, vous voyez malade. Oui, si je serai en difficulté à entendre le moment venir, je viendrai vous consulter. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore ce mandat-là. J'étais en train de dire aux gens que la Cour constitutionnelle là ne va pas voter des lois pour que la SNEL vous donne des courants gratuitement.
La Cour constitutionnelle là ne dira pas qu'on vous donne de l'électricité gratuitement. La Cour constitutionnelle là est réservée à une certaine catégorie que moi j'appelle ces trafiquants politiques là. Ils sont là que pour leur compte. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle ne juge que 10 personnes. Président et Premier ministre. Tout le reste des problèmes, c'est les élections, c'est l'administration. Aucune loi que la Cour pourra voter en faveur de la population. La Cour constitutionnelle, je parle. Nous aurions dit que le gouvernement améliore les conditions des juges, des tripés, des grandes instances, des cours d'appel. Ce sont ces juges-là qui, quand vous avez des problèmes avec les colonnes, c'est celui qui vous suit. Quand vous avez des problèmes avec des commerçants, c'est celui qui vous suit votre problème. Mais ça a préoccupé plus de la Cour constitutionnelle que des autres juges qui, au jour le jour, siègent, jugent vos problèmes. Messieurs, mesdames, ne comptez pas sur cette cour-là. Cette cour-là devient politique. Voilà. Et qu'il ne faut pas compter sur voilà. cette Maître Gédéon, à vous de clôturer l'antenne. 4 minutes. Je suis content, contrairement à Félix Kayembe et à Moutaki. Oui, je suis habitué avec eux. J'ai aimé ce qu'il dit. Moi j'aime donc que quelqu'un soit indépendant d'esprit au lieu de réfléchir par procuration, c'est pas bien. Donc, mais il donne la matière. Vous savez, le gouvernement, effectivement, le résultat des revenus du gouvernement, c'est pour notre perpétuité. Donc, c'est pour nous sanctionner dans nos vices, dans tout ce que nous allons. Alors, maintenant, il réclame en même temps qu'il fallait que le gouvernement soit là, mais il dit au peuple que non, il ne faut pas suivre le gouvernement. Le gouvernement est là pour sanctionner nos vices. Et la société, c'est nos besoins. C'est pour ça qu'il faut établir toujours la différence entre le gouvernement, entre l'État et aussi entre les institutions telles que le Parlement. Au fait, lorsqu'on parle de l'État, l'État, c'est cette organisation d'une société qui est politique, rationnelle et juridique pour déterminer le fonctionnement de d'autres institutions républicaines ou les services de l'État. Au fait, l'État était là parce que l'État détermine le fonctionnement même des institutions sociales. Ça, maître connaît ça. Il ne doit pas dire que parce que Mabunda n'est pas là, et d'ailleurs il a entendu qu'il y a des décisions qui sont prises à l'endroit de certains députés de FCC qui étaient présents. Et alors, par rapport aux chiffres qu'il a donnés, c'est encore un problème. Donc, on ne peut pas dire à ce niveau-là, réduire l'État au niveau des institutions ou bien des personnes. Et maintenant, je voulais quand même le dire, je vois son souci. La politique est la même, que ce soit aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe. La nomination, les juges de la Cour suprême aux États-Unis qui venaient de mourir. Quand maintenant, monsieur le président en exercice, Trump, veut nommer, vous avez vu les soulèvements des démocrates, ils disent non, ça ne relève pas de votre autorité. Donc il ne faut pas, moi c'est ça que j'ai une théorie que je suis en train de développer sur comment dirais-je, les vices congénitales de l'égoïsme de pauvre. C'est-à-dire qu'un pauvre pense que tout le malheur lui appartient qu'à lui. Lui n'a rien apporté. C'est comme ça que les Congolais pensent que donc tout ce qui se passe ici est mauvais, ça ne se passe pas ailleurs. C'est une bague déposée des le Congolais. ciel l'aveugle. Donc nous devons sortir de de ce périmètre-là, de penser tout ce qui se passe ici, ça se passe en Afrique du Sud. Donc les chansons qui disent s'il arrive en Afrique du Sud avec l'ANC, c'est plus que ce que nous avons vu au palais du peuple. Donc c'est pourquoi on parle de la foule. Quand on parle de la foule, parce qu'on ne sait pas identifier qui a crié, qui a commencé la chanson, tout ça. Mais quand il dit ça, il a vu les députés qui se battent. Maintenant seulement ici chez nous, les députés qui se battent même en France, tout ça on a vu. Donc il ne faut pas croire que c'est ce qui se passe. Mais maintenant, moi je voulais quand même parler d'un sujet, parce que vous avez dit, d'un sujet de ici que je vois, les politiques, ils ont fait ça comme, ils ont voulu profiter des revendications légitimes de notre peuple
pour faire leurs déclarations avec les réels buts derrière. Ici, je parle de cette histoire que j'entends de la balkanisation. En fait, les gens doivent savoir que l'investiture d'un bourgmestre, je ne suis pas pour, parce que je suis d'ailleurs content qu'il y ait l'annulation, contrairement à ceux qui pensent que non, lorsque le président a dit l'annulation, elle n'est pas effective. Or, nous savons que l'annulation entraîne la disparition d'un acte illégal avec ses effets rétroactifs. Donc, c'est comme ça que, quand le président parle, on appelle ça les effets de prince en droit. Donc, ça s'exécute et l'ordre viendra après. Donc, mais je voudrais quand même dire que la balkanisation a des causes violentes. Pour qu'on parle de la balkanisation pour un État ou la disparition d'une partie ou d'un État, il faut qu'on constate effectivement une perte de l'un des éléments de l'existence d'un État. Par exemple, donc la défaite totale d'une armée et qui entraîne la disparition d'une organisation politique et l'incapacité de lui substituer avec une autre pouvoir politique. À ce moment-là, on peut parler, ça c'est un élément. Deuxième élément, il faut la disparition ou la perte de l'indépendance et de la souveraineté d'un État. Et en troisième lieu, il faut l'absorption totale d'un État ou d'une partie d'un État, qu'à ce moment qu'on peut parler de la balkanisation. Ce que nous sommes en train de vivre, il peut y avoir une fiction de créer un État tampon pour vider les tremplins, mais je pense que faire ça vraiment une théorie pour dire que non, Milemwe, ce qui se passe là-bas, c'est la balkanisation, c'est faire peur aux Congolais pour rien. Je ne voudrais pas que le peuple puisse avoir peur à ce niveau-là. C'est comme le président avait dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Voilà, donc, merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir répondu présent et pour ce débat. Et merci également aux fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous allez suivre la rediffusion ce soir à 21h10 si je ne me trompe pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir.